Bonjour Daniel. Bonjour. Bon, tu es prêt pour notre prochaine émission? Ouais, ouais, Ouais. je suis prêt. Qu'est-ce que tu penses de nos premiers deux? Est-ce qu'on va faire des changements aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, ça va probablement avoir plus de détails, beaucoup plus d'informations. Selon ce que tu m'as dit, ce que tu sembles avoir comme beaucoup de choses à dire, donc on va voir, mais Ouais, comment ça se passe? on vous invite, tout le monde qui écoute ce programme, de nous laisser des commentaires. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez plus, de moins. Moi puis Daniel, c'est un projet de passion pour nous, donc on veut vraiment s'adapter à ce que vous nous dites. On devrait travailler dessus. Donc, oui, on est très ouvert. On a déjà la grand-maman, Daniel, qui m'a déjà donné des conseils sur un peu de mon grammaire. Il faut le dire, tout le monde, que moi, j'avais presque perdu mon français à l'âge de 6 ans, 7 ans à peu près. Et donc, ça fait longtemps que j'essaie de rapprendre mon français. Donc, je m'excuse tout de suite. Et en plus, on habite en Vancouver. On n'est pas vraiment, on n'est pas dans une communauté qui parle beaucoup le français. Donc, on fait ce projet, ça nous donne la chance, moi, à m'améliorer aussi, hein? Ouais. Ok, ben, bienvenue à un nouvel épisode de Les Footballeurs. Moi, je suis Daniel Lavoie. Et je suis Joseph Lavoie. Le joueur que nous avons choisi pour cet épisode est Thierry Henry. Vous le connaissez peut-être pour ses exploits légendaires avec Arsenal, où il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, ou pour son rôle clé dans la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de 1998 et l'Euro 2000. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que Thierry Henry est bien plus qu'un simple attaquant de génie. Dans cet épisode, nous explorerons les moments méconnus de sa carrière, son parcours unique et son héritage en tant qu'icône du football. Oui, on va commencer comme d'habitude avec sa jeunesse. On va explorer un peu c'était quoi la culture, l'environnement, même politique autour de lui quand il est né et quand il était très jeune. Il est né le 17 août 1977. Alors, il était jeune, il était enfant pendant les années 80. Et les années 1980 ont marqué un tournant dans la politique française à cause de l'élection de François Mitterrand à la présidence en 1981. C'était le premier socialiste à occuper ce poste depuis 1958. Et il y avait toutes sortes de choses qui se déroulaient en France en temps. Ce moment-là a conduit à l'émergence du terme gauche caviar pour décrire les politiciens de gauche au goût de luxe. Le gouvernement de Mitterrand a d'abord poursuivi des politiques socialistes, notamment la nationalisation des banques et des grandes industries. Cependant, en 1983, la même année que je suis né, le gouvernement a dû changer de cap en raison des difficultés économiques en adoptant des politiques plus axées sur le marché. Alors, peut-être c'est assez des politiques. Parlons un peu plus de la France, les banlieues, les changements qui se déroulaient dans ces années-là. Alors, parlons de le quartier où Henry a fait sa jeunesse, et parce que c'est aussi quelque chose qu'on va, je pense, dans le futur, on va entendre parler de ça avec d'autres joueurs qui ont joué sur l'équipe nationale de la France à l'époque. Mais lui, il a grandi au Ulysse. C'est une banlieue de Paris. Les banlieues devenaient de plus en plus diversifiées et étaient souvent caractérisées par de grands projets de logement, et ces zones commencent à faire face à des défis sociaux et économiques qui allaient s'accentuer au cours de la décennie suivante. Le football gagnait en popularité et l'équipe nationale française était sur le point de connaître un âge d'or. C'est l'âge de Michel Platini, qui aurait été une figure majeure de l'enfance d'Henry, menant la France à la victoire lors du championnat d'Europe en 1984. Alors, l'enfance de Thierry Henry dans la France des années 1980 s'est déroulée dans un contexte de changement politique, de défis économiques et de dynamisme culturel. Alors que Paris connaissait une renaissance des arts et de la vie nocturne, les banlieues où Henry a grandi étaient probablement confrontées à leurs propres problèmes sociaux et économiques, préparant le terrain pour l'ascension de la star du football depuis ses humbles débuts jusqu'à sa renommée internationale. Alors ça, c'est le contexte de la France et le contexte
des banlieues, qui a vraiment été un gros mouvement qui s'est déroulé dans ces années-là. Alors, parlons un peu plus de son enfance. On va commencer avec la prophétie du père. Quand Henry était bébé, son père l'a porté dans ses bras et qu'est-ce que tu penses qu'il a déclaré? Mon fils va être un footballeur. Oui, exactement. Il dit qu'il deviendra un joueur de football incroyable. Alors, ce moment a donné le ton à l'enfance d'Henry, car son père a pris le contrôle de son entraînement de football dès son plus jeune âge. Quelle sorte d'enfance penses-tu qu'il a eu si son père, le moment qu'il l'a pris, a dit « ça va être un joueur de football incroyable ». Quelle sorte d'enfance? Ouais, une enfance comme très basée sur l'entraînement et pratiquement rien d'autre probablement. Oui, tu as bien raison. Il a fait une entrevue sur un autre balado qui s'appelle The Diary of a CEO et il parle pour presque 2 heures de temps, pratiquement juste sur ce sujet, le fait qu'il n'y ait pas vraiment eu de jeunesse. Parce qu'il y avait cette pression. Son père voulait vraiment lui rendre un joueur de football professionnel. Et il a dit même que son enfance a été marquée par une manque d'affection, une forte insistance sur la réussite, principalement motivée par son père. Comme exemple, à l'âge de 15 ans, Henry a joué un match où son équipe a gagné 6-0. Donc, il a gagné 6-0. Combien de buts tu penses Henry a scoré, dans ce match? 4, peut-être? Proche. Alors, son équipe a gagné 6-0. Henry a scoré 6 buts. Tous les buts dans un match de 6-0. Bon, qu'est-ce que tu penses son père l'a dit après le match? Tu aurais pu faire plus. Ah, exactement. Ouais, malgré ses exploits remarquables, son père s'est concentré sur les erreurs commises par Henry pendant le match, comme les contrôles et les centres manqués, cette expérience était emblématique de la pression constante et du manque d'éloges qu'il recevait. Alors, je pense que peut-être que je devrais commencer à faire ça avec toi, Daniel. Est-ce que je devrais juste comme te critiquer sans arrêt jusqu'au temps que tu scores plus que 6 buts dans un match? Je sais pas. Non. Alors, il y a cette pression. Son père était convaincu que son fils allait devenir un joueur de football incroyable. Et il y avait aussi la dynamique du quartier. Alors, ayant grandi dans un quartier diversifié et difficile, Henry a été exposé à diverses cultures, religions, mais problèmes sociaux, et notamment, on parle des gangs et la drogue. Cependant, lui, il a également trouvé protection et soutien auprès de son frère aîné et de la communauté parce qu'ils ont reconnu que son talent de footballeur était quelque chose qu'il fallait protéger. Donc, même si lui, ils habitaient dans un quartier un peu difficile, lui, il n'était pas vraiment subi à trop de problèmes. Il était bien protégé. Alors, comme j'ai dit, il a grandi dans le banlieue des Ulysses, dans un petit appartement. C'est un quartier défavorisé au sud de Paris. Et la séparation de ses parents pendant sa jeunesse a ajouté aux difficultés auxquelles il a été confronté. Donc, pas vraiment une jeunesse facile. Je dirais probablement moins facile que ta jeunesse, hein, Daniel? Oh oui. Une autre chose qui est intéressante, parce qu'il se trouve dans les banlieues, tu dois penser c'est des grosses bâtisses, c'est des gros logements, c'est pas vraiment, tu n'as pas une maison bien cute avec une cour en arrière, une cour en avant, avec des parcs partout, avec des jardins. Non, on parle là, d'un quartier plein de béton. Et dans la même entrevue que j'ai notée plus tôt, Henry a mentionné qu'il avait grandi entouré de béton et qu'il se sentait mal à l'aise s'il ne voyait pas le béton pendant plus d'une semaine. Ce que je trouve ça intéressant. Beaucoup de gens, eux, s'ils ne peuvent pas se trouver dans la nature, après un bout de temps, ils deviennent frustrés et la nature leur manque. Lui, c'est le contraire, c'est le béton qui lui manque. Ouais. Et moi, je pense que ça leur a fait son lien profond avec son éducation urbaine et l'environnement qui l'a façonné. Dernière chose à propos de sa jeunesse, il a aussi fait un changement de poste précoce. Alors lui, il avait joué comme
attaquant jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis éventuellement, il a évolué sur l'aile gauche à Monaco. Je sais que toi, tu vas en parler de ça peut-être bientôt. Mais ce n'est lorsqu'il a rejoint Arsenal que Arsène Wenger l'a ramené à un rôle d'attaquant central. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet. Ouais, on va. Bon, moi, j'ai parlé beaucoup de sa jeunesse. Comment est-ce que tu réagis à ça? Ben ouais, ça semble comme une jeunesse difficile. Et comme tu dis, avec son père et la façon et l'entourage dans lequel il a vécu. Je pense que ça, c'est une grande partie de comment il est devenu un bon joueur à cause de comment son enfance était. Il devait travailler probablement très fort, même pour rendre son père comme fier, même un tout petit peu. Ça prenait beaucoup, probablement. Oui, il a même dit qu'il n'est pas rendu à un point où il croyait qu'il avait rendu son père fier avant pratiquement la fin de sa carrière. Donc, tout pendant sa carrière, il était convaincu. Et c'était pas parce que c'était lui qui pensait ça, c'était ça la dynamique entre lui et son père, qu'il ne pouvait rien faire pour complètement satisfaire son père, pour lui rendre fier de lui. Ouais. C'est intéressant, ça. Moi, je suis, comme tu sais, de temps en temps, je suis fier de toi comme père. Mais je pense pas que je suis trop sévère. Et j'essaie de t'encourager. C'est complètement différent. Je me demande, c'est quoi qui rend un joueur de football professionnel? Est-ce que je devrais être plus sévère? Est-ce que toi, tu pourrais réagir si je te critiquais sans arrêt? Je suis curieux, moi. Est-ce qu'on a chacun notre propre style? Ouais, c'est intéressant. Je sais pas, tu peux essayer. On va voir comment ça se passe. OK, on va faire la révision de ton dernier match ensemble. OK. Donc, alors, voilà des petits détails sur la jeunesse de Thierry Henry. Je pense que, et je vais revenir sur ce thème, je pense que le fait que son père était vraiment sévère avec lui, avait mis toute cette pression sur lui, je pense qu'on va voir comment ça devient un thème pendant toute sa carrière, comment il devient perfectionniste, il s'entraîne très fort, il y a beaucoup de discipline. En tout cas, on va en parler de plus. Parlons maintenant de quoi? Comment il a commencé sa carrière de club? Ouais, à Monaco. Okay. Mais avant ça, il y a un petit temps où il est passé à l'Académie de Clairefontaine. Et c'est parce que c'est un scout appelé Catalano qu'il a demandé de suivre un cours à l'Académie de Clairefontaine. Mais le directeur l'a presque pas accepté à cause de ses mauvais résultats scolaires. Mais il est arrivé, il a été autorisé à terminer le cours. Et après, il a rejoint le Monaco d'Arsène Wenger en tant que jeune joueur. Alors, il a signé des formulaires professionnels avec Monaco et a fait ses débuts professionnels le 31 août 1994 lors d'une défaite 2-0 contre Nice. Bien que Wenger soupçonnait que Henry devrait être utilisé comme un attaquant, il a placé Henry sur l'aile gauche parce qu'il pensait que son rythme, son contrôle naturel du ballon et ses compétences seraient plus efficaces contre les arrières latéraux que les arrières centraux. Donc, tu as parlé un peu de ça avant et on va voir aussi quand il change à Arsenal, comment ça a changé ça. Et après un début de carrière hésitant à Monaco, il a été nommé jeune footballeur français de l'année en 1996. Et lors de la saison 96 à 97, ses solides performances ont aidé le club à remporter le titre de Ligue 1. Au cours de la saison de 97 à 98, il a contribué à mener son club en demi-finale de l'UEFA Champions League, établissant un record français, battu depuis, en marquant 7 buts dans la compétition. Et sa bonne forme pour Monaco a été récompensée par un appel pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Il a participé au championnat du monde junior de la FIFA 1997. 4 mois plus tard, l'entraîneur-chef de la France, Aimé Jacquet, a appelé Henry dans l'équipe senior. Il a fait ses débuts internationaux seniors le 11 octobre 1997 lors d'une victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud. Et l'entraîneur a tellement été impressionné par Henry qu'il l'a amené à la Coupe du Monde de la FIFA 1998. Bien qu'Henry soit une personne largement inconnue au niveau international, il termine le tournoi en tant que meilleur buteur de la France avec 3 buts.
Oh, wow. Il devait apparaître comme remplaçant lors de la finale où la France a battu le Brésil 3-0, mais l'expulsion de Marcel Desailly a forcé un changement défensif à la place. En 1998, il est fait chevalier de la Légion d'honneur, qui est la plus haute décoration française, et il a reçu ça pour avoir gagné la Coupe du Monde. Donc déjà, comme il est super jeune et il gagne la Coupe du Monde déjà, il joue bien à Monaco, c'est un très bon début pour lui. Et je dois imaginer que cette expérience-là de jouer sur cette équipe, ça l'a aidé tellement. Si tu es entouré de Avec tout la ce confiance, talent, ouais. oui, ça donne la confiance. Tu es capable de jouer avec Zidane. Tu gagnes la Coupe du Monde. L'entraînement, l'expérience, avoir la chance de jouer avec ces gars-là, je dois imaginer tout ça, ça t'aide avec ta carrière. Si tu as ça Ouais. à cet âge-là, wow! Définitivement, oui. Donc après, il y a un petit recul dans sa carrière, et ça c'est quand il est transféré à Juventus en janvier 1999 pour un montant estimé de 10,5 millions de livres sterling. Il a joué sur l'aile arrière et au milieu de terrain, mais il n'était pas effectif devant le but à cause de la discipline défensive des équipes en Serie A. Et il est seulement resté à Juventus pour quelques mois, et le 3 août, il est transféré à Arsenal pour un montant estimé de 11 millions de livres sterling. Et ouais, Arsenal, ça c'est comme c'est vraiment le début quand il devient une superstar, vraiment. Oui, mais est-ce que tu connais, as-tu vu comment ce transfert est déroulé? L'histoire Non? des origines de Non. cette histoire-là? Ben oui, on va parler de son temps. Arsenal, naturellement, c'est là qu'il est devenu vraiment légendaire de 1999 à 2007, jusqu'au point qu'il y a même une statue hors de Stadium Emirates à Londres pour marquer l'impression qu'il a faite sur le club. Mais le transfert à Arsenal, c'est considéré presque un transfert accidentel parce que Henry s'est trouvé sur le même vol que Arsène Wenger quand il était à Juventus. Et comme tu as noté, Henry avait la difficulté à Juventus. Il a dit à Wenger qu'il adorait se rejoindre à Wenger parce que Wenger était à Monaco avant. Hein? Donc, il a dit, si j'aimerais te rejoindre à Arsenal, c'était dit juste un peu comme ça sur le vol. Mais des mois plus tard, lorsque Nicolas Anelka a été vendu, Arsène s'est souvenu de cette conversation, il a signé Henry. Donc, c'est comme ça que ça s'est commencé. Son arrivée au début, alors, oui, comme j'ai déjà dit, il est rejoint Arsenal en 1999 pour 11 millions de livres sterling. Et il a retrouvé son ancien manager de Monaco, Arsène Wenger. Au début, il a eu du mal à s'adapter et il n'a pas réussi de marquer lors de ses 8 premiers matchs. Cependant, la décision de Wenger de le convertir du statut d'allié à celui d'attaquant s'est avérée transformatrice. Donc, on voit ça certainement. C'est Arsène Wenger qui voit vraiment le rôle de ce joueur dans ses équipes et il a vraiment cette vision pour lui et ça marche très bien. Et c'est vraiment à ce point-là que Henry s'est transformé. C'est là qu'il a commencé à avoir un grand impact sur les jeux. Alors, parlons de l'ascension vers la gloire. Il s'est rapidement imposé comme le meilleur buteur d'Arsenal. Sa deuxième saison a été particulièrement réussie. Il menait Arsenal à la finale de la FA Cup. Au cours de la saison 2001-2002, il a marqué 24 buts en championnat, devenant le meilleur buteur de la Première Ligue et aidant Arsenal à réaliser un doublé national. Alors, boum, là, ça commence à dérouler. Naturellement, on ne peut pas parler de Henry, on ne peut pas parler d'Arsenal, on ne peut pas parler d'Arsène Wenger sans parler de l'ère des Invincibles. Et la saison 2003-2004 a marqué l'apogée de la carrière d'Henry à Arsenal. Il a marqué 30 buts en championnat. Maintenant, Arsenal a une saison sans défaite en Première Ligue. Cette équipe des Invincibles a disputé 49 matchs sans défaite avec Henry comme talisman. 49 matchs sans défaite. C'est rare, ça. Moi, comme vous le savez, moi, je suis un gros partisan de Manchester City. On a eu des super bonnes saisons récemment sous la direction de Pep Guardiola. Moi, je dirais beaucoup de saisons qui sont
presque parfaite, là, vraiment, mais on n'a jamais eu une saison sans défaite. Je peux juste pas imaginer ça, 49 matchs sans défaite. Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps d'Arsenal, remportant 2 titres du Premier League et 2 FA Cup. Il a joué un rôle déterminant dans la saison des Invincibles, comme on en vient juste de parler, où l'équipe est restée invaincue en championnat. Alors, il a aussi, on pense à ses beaux buts, des moments clés, on pense 49 matchs sans défaite, mais il faut aussi parler de son record de passes décisives. Au cours de la saison 2002-2003, cette même saison, Henry a établi un nouveau record de Premier League avec 20 passes décisives, tout en marquant 24 buts. Il est devenu le premier joueur des 5 meilleurs championnats européens à enregistrer au moins 20 buts et 20 passes décisives en une seule saison. Est-ce que tu as déjà vu ça dans un joueur jusqu'à date, depuis ce temps-là, dans la Premier League? Je pense pas. Tu penses à un joueur comme Erling Haaland? Oui, il marque beaucoup plus de buts, mais est-ce que Erling Haaland donne beaucoup de passes décisives? Non, je pense que... Non, pas autant. Alors vraiment, c'était un joueur d'impact, un joueur incroyable. Et moi, j'aurais aimé ça avoir suivi cette équipe plus. Moi, je me suis impliqué dans le foot. C'est devenu une passion. Une décennie après que Henry avait joué avec Arsenal, mais je dois juste aller sur YouTube, trouver des vidéos, puis même là, c'est incroyable. Alors, des records battus. Les prouesses du buteur d'Henry étaient sans égal. Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps d'Arsenal avec 228 buts en 377 apparitions. Il établit un record du club avec 165 buts en Première Ligue. Il a remporté le soulier d'or de la Première Ligue à 4 reprises. C'est un record. Il a marqué 39 buts, toutes compétitions confondues au cours de la saison 2003-2004. Alors, Thierry Henry, Arsenal, c'est vraiment un moment clé dans sa carrière et il a tellement d'impact sur ce club. Il a été nommé capitaine d'Arsenal après le départ de Patrick Vieira. Il a mené l'équipe à la finale de la Ligue des Champions en 2006, bien qu'elle ait finalement perdu contre Barcelone. Alors, on va juste prendre une pause là, Daniel. Moi, j'aimerais avoir ta réaction à tout ça. Comme quelqu'un qui est un gros fan, comme un joueur toi-même, y a-t-il des choses qui t'impressionnent? Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant de son temps à Arsenal qui t'intéresse? Ouais. Mais juste comme en général, à part les premiers 8 matchs, comment il a complètement dominé. Et c'est comme chaque saison, chaque match, les choses qu'il faisait, c'était incroyable. Et la quantité de choses, la quantité de buts, la quantité de passes décisives, c'est vraiment incroyable. C'est juste, je trouve ça impressionnant comme il peut juste venir et comme avoir un impact aussitôt. Et ouais, comme tu as dit, il y a tellement de choses qu'il a, comme Invincible, c'est comme tous les trophées qu'il a gagnés avec Arsenal. Ouais, c'est très impressionnant. Et malgré tout ça, tous ses succès, il était intensément concentré sur sa performance et ne se permettait souvent pas de profiter de ses réalisations. Par exemple, après avoir remporté le championnat avec Arsenal, il a choisi de ne pas assister à la fête et célébrations parce qu'il était déjà concentré sur la préparation du prochain tournoi d'Euro. Et pendant son séjour à Arsenal, il avait du mal à exprimer sa joie. Il semblait souvent stoïque ou intense sur le terrain, mais il a mentionné dans une de ses entrevues que même s'il souriait lorsqu'il aidait un but, ses propres célébrations de but étaient marquées par la rage ou la fierté, reflétant sa lutte intérieure avec ses émotions et un désir de plaire son père, d'impressionner son père, je devrais dire. Quoi d'autre? Il valorisait l'importance du travail d'équipe et s'engageait à ne pas décevoir ses coéquipiers. Son désir de plaire s'étendait de ses coéquipiers et des fans et le poussait souvent à donner le meilleur de lui-même en permanence. Ça fait penser en fait à Michael Jordan. Michael Jordan
il voulait toujours jouer de son mieux parce qu'il savait qu'il y avait toujours quelqu'un qui lui regardait. C'était la première fois que cette personne lui regardait jouer. Il voulait faire une bonne performance, lui montrer comment jouer ce jeu. Et on voit un peu de ça dans Thierry Henry, je pense. Hein? Ouais, c'est vrai. J'ai jamais en fait pensé à ces comparaisons, mais en fait, c'est une bonne comparaison à faire. Oui, et la perfection, je pense que son obsession avec la perfection, ça fait partie de lui. Je pense que c'est une des causes c'est ça qui l'a aidé à réaliser, à devenir un joueur avec tellement d'impact, un joueur avec beaucoup d'influence. C'est parce que tout au long de sa carrière, il a été animé par la quête de la perfection. Il se concentrait souvent sur ce qu'il n'avait pas bien fait plutôt que célébrer ses succès. Un peu comme son père faisait à lui quand il était jeune. Et cet état d'esprit était comme on a dit, c'était la continuation de la pression, ce qu'il ressentait de la part de son père pendant son enfance. Mais c'est un héritage, un impact. Au fil du temps, Henry a réalisé que son héritage à Arsenal ne se résumait pas seulement à des titres et des exploits, mais aussi à la façon dont il inspirait et transcendait le jeu pour les fans et les autres joueurs. Cette prise de conscience est venue plus tard, bien plus tard dans sa carrière, alors qu'il réfléchissait à l'impact plus large de ses contributions. Intéressant qu'il n'a pas vraiment réalisé son héritage avant sa retraite. Ouais, même s'il était le meilleur buteur de l'histoire de Arsenal, il n'avait pas réalisé ça. Je sais pas. Mais... Ouais. Et il a scoré beaucoup de buts incroyables. C'est souvent connu. On parle souvent de la volée à Manchester United en l'année 2000. Est-ce que tu as déjà vu ce but? Probablement. Je peux pas me souvenir en ce moment, mais je suis sûr que je l'ai déjà vu avant. Bon, ben regarde, je vais l'expliquer, puis après on va le jouer et tu peux voir à quoi ça donne. Mais c'est un but incroyable. Alors. C'est considéré le but le plus emblématique de sa carrière et c'est déroulé contre Manchester United en octobre 2000. Il a le dos au but et il a levé le ballon, pivoté, il a décoché une frappe époustouflante au-dessus du gardien Fabien Barthez dans la lucarne. Ce but a mis en valeur la technique et l'audace incroyable d'Henry. Henry, what a goal! Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. Have a look at one of the greatest goals I've seen on this ground. That's deliberate. Il faut dire que ce but-là, est arrivé à un moment crucial. C'était au début de la carrière d'Henry à Arsenal, alors qu'il commençait à s'affirmer comme attaquant. Arsenal affrontait son rival, naturellement, Manchester United, à Highbury. Donc, c'est avant que Arsenal avait déménagé dans le stadium. Henry avait eu du mal à trouver la forme et il n'avait pas réussi à marquer lors de ses 6 apparitions précédentes. Et ce but est tellement vénéré qu'il est souvent décrit comme l'œuvre d'une imagination et d'une classe pure sous pression et l'un des 5 plus beaux buts marqués dans l'histoire du football. Son héritage durable est évident dans la fréquence à laquelle il est rejoué et discuté par les fans et les experts, même des décennies plus tard. OK, Daniel, je t'ai expliqué tout ça. Je veux avoir ta réaction à ce but. Ouais, c'est comme... C'est comme... Personne ne s'attendait à ça. Quand il a reçu la balle, il y a un défenseur derrière lui. Et tout le monde, je pense, il s'attend à ce que soit il va le passer à quelqu'un. Mais le fait il peut juste le prendre, comme il le lève dans les airs et puis il tourne. C'est quelque chose que tu vois rarement, peut-être même jamais. En plus, il est comme l'angle dans lequel il doit frapper la balle, c'est vraiment très difficile. Il le frappe parfaitement et comme la précision est juste incroyable. Je pense que c'est pas surprenant qu'on voit rarement des buts comme ça. Peut-être même jamais. C'est juste un super bon but. Mais aussi, tu parlais de les célébrations. Là, il sourit pas, tu sais, comme... Même après ce but, il semble... Au moins, Ah ouais, j'avais pas réalisé. Il sourit pas. Oh. Ouais. Alors, tu peux bien apprécier ce but, toi? Oui, je peux très bien apprécier ce but.
Alors, ouais, naturellement, il a fait tellement de buts, des buts marquants, des buts incroyables. Je pense qu'on peut en parler de ça un peu plus tard, dans les moments wow. Mais je pense que ça, pour conclure son temps à Arsenal, je pense que ce but-là contre United, c'est parfait, hein, comme discussion. Donc après ça, la saison précédente, le 25 juin 2007, dans un tournoi inattendu des événements, Henry est transféré à Barcelone pour 24 millions d'euros. À Barcelone, Henry a reçu le maillot numéro 14, le même que celui qu'il portait à Arsenal. Il a marqué son premier but pour son nouveau club le 19 septembre 2007 lors d'une victoire 3-0 en phase de groupe de la Ligue des Champions contre Lyon. Il a enregistré son premier triplé pour le Barça lors d'un match de la Liga contre le Levante 10 jours plus tard. Mais, avec Henry principalement déployé sur l'île tout au long de la saison, il n'a pas été capable de reproduire la forme de but qu'il a obtenu avec Arsenal. Il a exprimé son mécontentement face au déménagement à Barcelone au cours de la première année, au milieu de nombreuses spéculations sur un retour en Premier League. Cependant, Henry a conclu sa première saison en tant que meilleur buteur du club, avec 19 buts en plus de 9 passes décisives en championnat. Donc, je pense pas que lui, il a été très satisfait de sa performance, mais quand même, pour une première saison, terminer meilleur buteur, c'est quand même bien, tu sais. Ouais, 19 buts. Ouais. C'est plus que donc, moi, je peux scorer dans ma ligue des plus 40 ans dans les dimanches. ouais. Pendant la saison 2008 à 2009, il s'adapte mieux en Barcelone et finit la saison avec 26 buts et 10 passes décisives. Ouais, c'est comme un... Mais ouais, 19 buts, 26 buts, il fait quand même très bien en ce moment. Il a remporté le premier trophée de sa carrière à Barcelone le 13 mai 2009, lorsque Barcelone a battu l'Atlético Bilbao en finale de la Copa del Rey. Barcelona a remporté la Primera Division et l'UEFA Champions League peu de temps après, réalisant un triplé. Plus tard, en 2009, Henry a aidé Barcelone à remporter un 6-tuple, composé du triplé de la Supercoupe d'Espagne, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ceci n'était jamais fait avant et seulement Bayern Munich a fait un 6-tuple en 2020. Ça, c'est absolument incroyable. Est-ce que c'est à cause de Henry ou parce que le manager, c'était Pep Guardiola? Je pense que c'est l'équipe qui se trouvait en 2009-2010, plus Pep Guardiola, tous ces facteurs, je pense, ont permis. Parce que c'est comme juste une équipe comme incroyable. Incroyable. Ouais, incroyable. Tellement incroyable. Est-ce que tu sais que quand Henry est arrivé à Barcelone, le jeune Lionel Messi était tellement impressionné par lui et son statut comme légende qu'il n'osait pas le regarder en face lors du premier jour d'Henry dans les vestiaires. Oh, wow. Ouais, moi, je n'ai pas trouvé ça, mais ça, c'est intéressant parce que, en connaissant Messi, comme joueur, c'est vraiment comme... Ça montre à quel point Henry était impressionnant dans sa carrière. À l'époque, c'était un des grands stars du match, du sport. Ouais. La saison d'après, Henry a commencé seulement 15 matchs. Et après son retour de la Coupe du Monde 2010, Barcelona a confirmé avoir accepté la vente d'Henry à un club non identifié, le joueur n'ayant pas encore accepté les conditions avec le nouveau club. Et en juillet 2010, Henry a signé une entente de plusieurs années avec le club de la Major League Soccer, le MLS, des New York Red Bulls. New York Red Bulls. Est-ce que c'est moi qui vais parler de ça? Oui. OK, alors, New York Red Bulls, 2010 à 2014, le nom d'Henry est inscrit dans les livres de records des Red Bulls. Donc, il continue. Il continue à bonne forme. Il est le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe, 49. Il est 3e sur la liste des buteurs de l'histoire du club, 52. Il a joué un rôle essentiel dans la conquête de son premier trophée, le Supporters Shield en 2013. Mais sa grande contribution est venue au moment où il est décidé de rejoindre le club. Certains fans de Red Bull ont peut-être oublié l'état de l'équipe avant 2010, parce que oui, là, le MLS, naturellement, a eu une grande croissance. Là, c'est l'époque de Messi, on trouve des stadiums pleins de gens. Mais en 2010,
L'ancien directeur général, Eric Stover, se souvient bien de cette époque. Il était à la tête de l'organisation lors de la transition des couloirs Cavano de Giant Stadium vers le joyau de Passaic, le Red Bulls Arena. Donc, pendant ces années, l'équipe a été en proie à des chiffres de fréquentation à 4 chiffres et une emprise déclinante sur le marché des médias locaux. Alors, il n'y a personne qui porte attention à cette équipe à New York. C'est pas facile d'avoir l'attention à New York. Il y a tellement d'autres choses à faire, à regarder, ou aller dépenser ton argent. Et à cette époque-là, les gens n'allaient pas dépenser de l'argent sur les Red Bulls. Stover, l'ancien directeur général, savait que le Red Bull Arena attirait de nouveaux regards sur l'équipe, et c'est ce qu'elle a fait, mais pas du tout au niveau des chiffres que la direction de Red Bull attendait. Il était clair qu'il avait besoin d'un autre moyen pour accrocher les fans et les faire revenir. Et c'est là qu'entre en scène Thierry Henry. Après l'arrivée d'Henry, en juillet 2010, la fréquentation a augmenté. L'équipe a joué de manière plus divertissante et la couverture médiatique s'est intensifiée. Henry a été le catalyseur de tout cela. Alors, c'est un peu comme quand Beckham est venu en MLS, maintenant, comme on voit avec Messi. Mais cette ligue a toujours des grands moments où des stars arrivent, des vedettes arrivent, et des vedettes qui sont toujours quand même capables de bien jouer. On ne parle pas des vedettes avec une saison qui reste dans leur carrière. Et Thierry Henry, il y avait cet impact à ce point-là. Mais naturellement, on parle de ces dernières années comme joueur professionnel. Alors, il y a des moments intéressants pendant son temps à Red Bulls. J'ai déjà nommé des chiffres intéressants, mais c'est à ce point-ci qu'il commence à avoir des douleurs physiques. Il a relevé dans une entrevue une fois qu'il souffrait de problèmes d'Achille depuis plus de 10 ans. Il y avait ça pendant toute sa carrière. Il ressentait des douleurs tous les matins et tout au long de la journée. Et cette douleur chronique a été un défi important pendant son séjour à New York et a contribué à sa décision de prendre sa retraite éventuellement. Parlant d'un moment décisif, un moment charnière s'est produit alors qu'il était chez lui avec sa fille à New York. Elle l'a touché de manière enjouée et s'est enfui. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la poursuivre en raison de ses limitations physiques. Mais c'est à ce moment-là qui a ramené à remettre en question ce qu'il faisait et a contribué à sa décision de se retirer du football professionnel. La décision de retraite d'Henry a été prise à ses propres conditions, ce qu'il a trouvé satisfaisant. Et ça, c'est très important. Hein. Il y a souvent des joueurs n'ont pas c'est pas leur choix de prendre une retraite. Ça arrive bien avant qu'ils sont prêts. Et lui, il est content que c'est une décision qui est venue de lui-même. Il a décidé d'arrêter de jouer parce qu'il a choisi plutôt qu'être contrainte par une blessure ou d'autres circonstances. Et ce sentiment de contrôle sur sa retraite était important pour lui. Ouais. Est-ce qu'on parle de sa transition vers la vie après le football? Avant ça, je veux juste finir sa carrière internationale. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'événements là-dedans. Donc, pas pareil pour ça. OK. Ouais. Fait qu'on parle de sa carrière internationale, la direction à son temps à New York avec les Red Bulls. Ouais, ben comme... bien sûr, je peux comprendre, comme il commence à avoir ses douleurs et tout, donc je pense à sa distance qu'il a fini sa retraite là-bas. C'est souvent, ben le MLS, c'est quand il y a des stars qui arrivent là, je dirais seulement pour quelques années. C'est un peu pour comme finir la carrière, je dirais. Donc, il a quand même, il a fait partie des comme All-Star, je crois dans les All-Star Games, il était là aussi. J'ai pas fait la recherche sur ça, mais il a fait partie des All-Stars à un point. Donc, il a quand même bien joué, mais ouais, comme tu as dit, c'est juste ses douleurs. Mais ça sent comme, pas seulement lui, mais tous les stars qui viennent à MLS, ils permettent à grandir le football en Amérique du Nord. Donc, même si c'était peut-être pas son intention, peut-être c'était, ça a définitivement comme aidé à apporter comme des gens au stadium, comme tu as dit, et juste grandir le football en Amérique du Nord.
Surtout comme on voit ça avec Messi en ce moment. Mais ouais, donc une fin de carrière intéressante, mais ouais, une belle carrière qu'il a eue. Hein. Une très belle carrière, oui. Ouais. Donc ouais, comme je dis, je vais retourner jusqu'en l'année 2000 pour la carrière internationale. Alors, il était membre de l'équipe de France de l'UEFA Euro 2000, marquant à nouveau 3 buts dans le tournoi, dont l'égalisation contre le Portugal en demi-finale, et terminant meilleur buteur du pays. La France a ensuite remporté le match en prolongation grâce à un penalty converti par Zinedine Zidane. Et la France a ensuite battu l'Italie en prolongation lors de la finale, ce qui a valu à Henry sa deuxième médaille internationale majeure. Au cours du tournoi, Henry a été élu joueur du match dans 3 matchs, dont la finale contre l'Italie. Et 2 ans plus tard, il y avait la Coupe du Monde de la FIFA 2002. Par contre, elle a été marquée par une élimination rapide et surprenante pour Henry et la France. Les champions en titre avaient été éliminés dès la phase du groupe, après n'avoir marqué aucun but lors des 3 matchs. La France a perdu contre le Sénégal lors de son premier match de groupe et Henry a été expulsé pour un tacle glissant dangereux lors de son match suivant contre l'Uruguay. Lors de ce match, la France a fait un match nul, 0-0, mais Henry a été forcé de manquer le dernier match de groupe en raison de la suspension, et la France a perdu 2-0 contre le Danemark. Donc ça, c'était un peu une Coupe du Monde à oublier pour les Français, je dirais. Il a retrouvé la forme avec son pays lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2003. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette compétition, c'était un tournoi international de soccer pour les équipes nationales masculines, organisé tous les 4 ans par la FIFA. Elle a été disputée par les détenteurs de chacun des 6 championnats continentaux, donc le AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC et UEFA, donc les champions de toutes ces compétitions, ainsi que le détenteur actuel de la Coupe du Monde de la FIFA et le pays hôte, pour porter le nom d'équipe à 8. Donc c'est un peu comme un tournoi avec les meilleures équipes de chaque région, un peu. Alors, malgré l'absence de Zidane et Patrick Vieira, la France a gagné, en grande partie grâce au jeu exceptionnel d'Henry, pour lequel il a été nommé homme du match par le groupe d'études techniques de la FIFA lors des 3 des 5 matchs de la France. En finale, il a marqué le but gagnant dans le temps additionnel pour soulever le titre pour la France après une victoire de 1-0 contre le Cameroun. Henry a reçu le ballon d'or en tant que joueur exceptionnel de la compétition et le soulier d'or en tant que meilleur buteur du tournoi avec 4 buts. Donc, après cette Coupe du Monde désastre, il retrouve sa forme dans ce tournoi. En 2004, il y avait les Euros 2004. Il a joué dans tous les matchs de la France, mais la France a été éliminée dans les quarts de finale, donc pas grand-chose d'incroyable là-dedans. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, il est resté l'un des partants automatiques de l'équipe. Il a joué comme attaquant solitaire, mais malgré un début de tournoi médiocre, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Il a marqué 3 buts, dont le but gagnant sur un coup franc de Zidane contre le Brésil, champion titre, en quart de finale. Cependant, la France a ensuite perdu contre l'Italie au tir au but 5-3 en finale. Le 13 octobre 2007, Henry a marqué son 41e but pour l'équipe nationale contre les îles Féroé, rejoignant Michel Platini comme le meilleur buteur du pays de tous les temps. Et 4 jours plus tard, il inscrit un doublé en fin de match contre Lituanie, établissant ainsi un nouveau record de meilleur buteur français. Donc là, il brise un autre record pour meilleur buteur et cette fois c'est pour la France. Et c'est un grand cercle. J'avais parlé au début. On parle de l'époque, on parle de l'âge d'or que Michel Platini avait commencé quand Henry était jeune. Et c'est Henry qui revient bien plus tard. Qui a continué, ouais. Oui, continue. Le supercier comme il a passé en termes de buts. Okay. Dans l'Euro 2008, un autre tournoi oublié pour la France parce qu'ils ont été éliminés en stage de groupe. Mais là, on arrive en 2010. Donc, l'équipe française éprouve des difficultés lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Elle a terminé 2e dans ce groupe derrière la Serbie. Donc, ça, c'est comme pour se qualifier pour la Coupe du Monde, avant même la Coupe du Monde. Lors des éliminatoires contre la République d'Irlande, Henry a été impliqué dans une controverse lors du match retour au Stade de France le 18 novembre 2009.
Avec un score cumulé à l'égalité 1-1 et le match en prolongation, il a utilisé sa main à 2 reprises pour contrôler le ballon avant de délivrer une passe à William Gallas qui a marqué le but vainqueur. Cela a déclenché une avalanche de critiques contre le Français, tandis que l'entraîneur de l'équipe nationale est Raymond Domenech et le gérant d'Arsenal, Arsène Wenger, l'ont défendu. La Fédération irlandaise du football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA demandant une rediffusion du match, ce que la FIFA a refusé. Henry a déclaré qu'il avait envisagé de se retirer du football international après les réactions à l'incident, mais a maintenu qu'il n'était pas un tricheur. Donc ça, c'est comme un super gros événement parce que donc pas mal, la balle vient, il contrôle avec sa main. C'est un peu comme la main de Dieu de Maradona. Le ref l'a pas vu, mais tout le monde l'a vu. Donc il a utilisé pour contrôler, ça l'a bondi comme ça. Et puis c'est revenu avec ses pieds. Et ouais, il a passé au joueur et puis c'était un but. Beaucoup de controverses avec ça, mais ouais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après ça? L'Irlande, la fédération a déposé une plainte officielle. Ils voulaient rejouer le match, pratiquement. La FIFA a refusé. Et puis Henry il a vraiment été critiqué pour ce moment. Il a même dit que sa famille a reçu comme des menaces. Comment tu dis? Ouais, des menaces. Mais donc, ouais, ça c'est. Je comprends pourquoi les gens sont fâchés, mais en même temps, comme. Il n'y a rien que tu peux faire vraiment comme. Si tu es dans cette situation, la main te frappe par accident. Je sais pas si c'est par accident, mais ça semblait comme un accident, je sais pas sûr. Mais si la main te frappe, tu veux pas comme. Je sais pas quoi dire dans cette situation, mais je pense que les gens n'auraient pas besoin de critiquer. Comme, oui, c'est énervant pour l'Irlande, mais ça c'est pas, ça arrive des fois. Ben, c'est OK. Comme. C'est un accident, peut-être, mais même si c'est pas, c'est l'arbitre qui doit. Ouais. Comme on parle de la main de Dieu de Maradona, comme c'est pas mal similaire, tu sais. Ouais, parce que on parle de. Ça a tellement transformé ce jeu-là. Et selon moi, ça ressemble un peu comme il apprend avec ses mains, comme c'était pas exactement un accident, mais ça se passe tellement vite. Et nous, on a le bénéfice. On peut regarder ça en slow motion, puis être super critique. Ça se passe tellement vite, le jeu. Et il a probablement juste vu comme une seconde, il a même pas pu réagir, et puis boum, c'est là sa main. Comme, on peut pas vraiment le blâmer, parce que ça s'est probablement passé, si vite qu'il a à peine vu la balle. Quand tu scores un but, tu as une chose à faire, c'est célébrer pour faire certain que tu as la chance que le but compte. Et comme, ça soit lui ou n'importe quel autre joueur. Comme il n'y a pas un joueur qui va scorer un but comme ça qui va faire semblable qu'ils n'ont pas scoré un but. Comme, exactement. C'est à l'arbitre. Oui, VAR, la revue par vidéo n'existait pas dans ce temps-là, mais c'est l'arbitre qui doit faire cet appel-là. Si l'arbitre ne l'a pas fait, mais c'est ça aussi, ça fait partie du jeu des fois. Ouais, c'est ça. Alors, il a annoncé sa retraite du football international après la Coupe du Monde de 2010, dans laquelle la France a été éliminée en phase de groupe. Alors ça conclut sa carrière internationale. Donc, c'est ça. Ça, c'est sa carrière. Tu voulais parler de sa transition, tu as dit? Ouais, j'avais trouvé juste une chose intéressante quand il parle de sa retraite. Et on va revenir à ce thème que j'avais introduit au début de notre émission. Et c'est l'impact émotionnel de la retraite. La transition vers la retraite a également apporté des défis émotionnels pour lui. Parce qu'il a dû faire face à des problèmes personnels et des émotions qu'il avait auparavant réussi à réprimer tout au long de sa carrière de footballeur. Et vraiment, pour lui, c'était la lutte contre l'identité après la retraite. Après sa retraite du football, il a dû faire face à une crise d'identité importante. Il a décrit cette expérience comme une mort de son moi d'athlète et a lutté pour trouver un nouveau but et une nouvelle identité en dehors du football. C'est juste ça qu'il a connu. Dès qu'il était super jeune, quand son père a décidé lui, il va devenir un joueur de football incroyable, c'est juste ça qu'il a connu. C'est juste chasser la perfection dans le jeu,
gagner, marquer des buts, être un joueur d'impact. C'est juste ce qu'il a fait. Et tout d'un coup, il réalise, il y a toute une deuxième partie de sa vie à réaliser. Et ce changement d'identité, il a dit dans des entrevues, donc c'est pas moi qui soupçonne ça, il parle de comment c'est très difficile ce moment-là. Ben Je peux comprendre. Si ton seul but, c'est de dominer dans le football, et c'est tout ce que tu as eu dans ta vie, c'est la seule expérience que tu as eue, et puis là, tu as fini ça, et c'est comme, wow, qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais? Ouais. Ouais, moi, je peux m'imaginer, mettons, toi, si tu ne pouvais pas continuer ta carrière de soccer maintenant, tu serais bien triste, hein? Et toi, ça fait quoi? Ça fait Ben ouais, parce que comme... 7 ans que tu joues? Pas toute une carrière encore. Ouais, définitivement. Parce que quand tu penses à tout le travail que tu as mis, puis là, ça pourrait juste être fini comme ça, et c'est comme, ouf. C'est difficile. Ouais, moi, je comprends pourquoi il y a beaucoup de joueurs professionnels, lorsqu'ils prennent leur retraite, font la dépression, sont déprimés, parce que c'est vraiment un changement d'identité. En tout cas, c'est ça. Là, on le connaît, il est à la télévision souvent, il est toujours actif dans le jeu, il a eu une bonne carrière après son temps comme joueur de football professionnel, donc... on a encore beaucoup à partager à propos de lui parce que notre analyse n'est pas encore terminée. Et alors, on va parler des anecdotes. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Après ça, on a les statistiques clés et puis l'analyse. OK. Moi, mes anecdotes cette semaine sont un peu plus longues que d'habitude. Alors, je vais commencer avec... en fait, les deux anecdotes que j'ai sont pendant son temps à New York Red Bulls. Oh, OK. Ouais, je pense que ce serait intéressant parce qu'on connaît tellement sa carrière à Arsenal. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi pas passer plus de temps à New York? Alors, Peggy Luyundola a été le coéquipier d'Henry pendant 2 saisons à New York. Mais leur histoire n'a pas commencé là. Les deux hommes étaient des espoirs de premier plan dans le programme de l'équipe nationale française bien avant d'arriver en MLS. Alors, Peggy Luyundola dit... Nous étions avec l'équipe de France des moins de 21 ans à Clairefontaine. Ce soir-là, nous avions le droit de dormir au château de Clairefontaine, qui était normalement réservé à l'équipe nationale française principale. Ma chambre était à côté de celle d'Henry. Alors, nous nous sommes retrouvés et avons joué à Pro Evolution Soccer, c'est un jeu de vidéo. Nous jouons dans la même équipe pour la Coupe du Monde. Il était 1h du matin et nous avons perdu en demi-finale. Je lui ai dit « OK, Thierry, je suis fatigué, je vais dormir. » Il m'a attrapé, m'a jeté sur le lit, m'a dit « Je ne te remplacerai pas tant que nous n'aurons pas gagné cette coupe. » J'ai répondu « C'est un putain de jeu vidéo, lâche-moi, je vais aller dormir. » Il a dit « Non, je ne te laisserai pas partir, nous devons gagner cette coupe. » Nous sommes restés dans la chambre jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à ce que nous gagnions enfin la coupe. Et quand nous l'avons gagnée, il était tellement heureux. Et pour être tout à fait honnête, j'étais heureux aussi. 5 heures du matin, ouf. Ouais, pendant un tournoi international. Ouais. Mais ça montre, je pense que comment il était super compétitif. Vous voulez gagner. Ouais, même pour un jeu vidéo. Un jeu vidéo. C'est peut-être bien qu'il a pas fait une carrière de gaming. Ouais. OK, donc là, c'est mon tour. Dans le monde du football, il est assez courant que les joueurs célèbrent des victoires ou des succès avec du champagne ou d'autres boissons alcoolisées. Cependant, Thierry Henry était connu pour celui qui ne consommait pas de l'alcool. Il avait toujours un verre d'eau ou du jus de fruits lors des célébrations. Cela l'a rendu un peu à part, mais ses coéquipiers respectaient énormément cette position. Un exemple marquant est lorsque l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde en 1998. Alors que ses coéquipiers célébraient avec des bouteilles de champagne dans les vestiaires, Henry a choisi de rester fidèle à lui-même et a opté pour un verre d'eau. Ça, c'est la discipline. Ouais. Ouais. Même pas pour célébrer. Ouais. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas quand on connaît son histoire. Hein? Ouais. OK. Pour terminer nos anecdotes, c'était à la mi-novembre et les Red Bulls venaient d'être éliminés des playoffs, les séries d'élimination, par DC United. Et Dex McCarthy et Heath Pierce
était à Manhattan, au centre-ville de New York, en train de déjeuner, quand Henry leur a envoyé un message sur texte. Et son message a simplement dit « Veux-tu aller à Londres demain? » Avec 5 jours d'intervalle entre les séances d'entraînement, Henry a proposé d'amener McCarthy et Pierce en Angleterre pour assister au Derby du Nord de Londres entre Arsenal et Tottenham Hotspur. Alors, Pierce dit « Nous sommes passés de traîner à New York sans savoir quoi faire à voyager jusqu'à Londres. » Avant qu'ils puissent réfléchir à l'offre, ils ont pris un vol privé à travers l'Atlantique en compagnie de leur coéquipier Jonathan Borajo et de la légende du club Juan Pablo Rangel. Henry a payé leur vol et sa générosité ne s'est pas arrêtée là. Sachant qu'il serait occupé par d'autres affaires, Henry a organisé un guide touristique privé pour leur montrer les paysages et les sons de Londres. Il a terminé chaque soirée par un dîner privé, le tout à ses frais, et le voyage s'est terminé par le Derby du Nord de Londres. Pierce continue. Il nous a amenés sur le terrain alors que le stade était vide et que nous avions accès à tout et à tout le monde. Nous étions tous les trois avec Sol Campbell et Ren Lehman dans sa loge. Nous avons pu voir tout le stade chanter pour lui. C'était assez incroyable. Wow. Et après une visite du vestiaire d'Arsenal, Henry a demandé à McCarthy, Pierce et Borajo quel était leur joueur préféré d'Arsenal. Il a utilisé cette information pour leur offrir des maillots de joueurs de leur choix directement pris de la vestiaire de l'équipe. Wow. Et alors, Pierce termine son histoire, l'anecdote de telle façon. En parlant de Henry, il a pris soin de nous. Nous ne nous attendions à rien, ni à ce qu'il prenne soin de nous de quelle façon que ce soit, mais il était tellement généreux. Si nous avions dû payer notre voyage nous-mêmes, nous l'aurons fait. Alors, c'est un parti de... On passe à Henry tellement sérieux, la discipline, perfectionniste. Et il était reconnu, il parlait très fort sur le pitch. Ouais. Il n'était pas toujours comme... Il n'avait pas toujours un gros sourire sur le visage. Il y avait un autre côté de lui. On n'entend pas souvent de ce côté. Et c'est comment il prenait soin de ses coéquipiers. OK, passons aux statistiques clés. Moi, je vais aller en premier. Henry a été impliqué dans 44% des buts de l'équipe lors de la saison des Invincibles. Où il avait un taux estimé de 50% de tirs cadrés, ce qui est élevé pour un attaquant. En carrière, environ 15 à 20% de ses tirs se transformaient en buts. 60% de ses matchs incluaient une contribution directe à un but. 64% de ses matchs incluaient une contribution directe à un but. Wow! Wow. OK, on y va à l'analyse maintenant. Oui, moi je peux commencer. OK, donc on a l'impact sur les clubs. Ouais, mais regarde, moi j'ai toute une liste de choses. On peut parler de l'impact sur le club, l'impact sur... mais je penserais que je pourrais commencer avec d'autres observations. Alors, moi je pense qu'il y a... Et je vais me concentrer vraiment sur son temps à Arsenal. Parce que si on parle de son impact sur les clubs, je pense qu'il faut vraiment se concentrer à Arsenal. Oui, il n'y a pas nécessairement un impact à Juventus. Il a commencé sa carrière à Monaco. Et oui, c'était un joueur clé sur l'équipe de Red Bulls, mais Arsenal, quand on parle de sa carrière à Arsenal, il y a toutes sortes de choses qu'il faut analyser. Premièrement, ses attributs physiques exceptionnels. Il possédait une combinaison rare de dons physiques qui faisait de lui un cauchemar pour les défenseurs. Il avait une vitesse explosive qui lui permettait de distancer les défenseurs et de créer des occasions de but. Il avait, malgré sa silhouette élancée, il était étonnamment fort, ce qui lui permettait de contenir ses défenseurs. Et ses changements rapides de direction laissaient les défenseurs à sa suite. En plus de ça c'est juste ses attributs physiques exceptionnels. Il faut parler de son style, son brilance technique. Et les compétences techniques d'Henry étaient de classe mondiale. Il avait une capacité étonnante à trouver le fond des filets avec précision et exactitude.
Sa capacité à battre des défenseurs en contre était exceptionnelle. Henry pouvait jouer en tant qu'attaquant central ou s'écarter du terrain, ce qui lui rendait imprévisible. Alors, une brillance technique, des attributs physiques exceptionnels, mais aussi une intelligence tactique. Il se distingue par sa compréhension du jeu. Il avait un sens inné de positionnement, se retrouvait souvent au bon endroit, au bon moment. Il est passé avec succès du statut d'allié à celui d'attaquant central sous la direction d'Arsène Wenger. Donc, il y avait l'adaptabilité. Et tu prends tout ça, ça ne nous surprend pas naturellement qu'il y a aussi des attributs mentaux qu'il faut considérer. Et l'état d'esprit d'Henry était crucial pour son succès. Son éthique du travail. Tu as parlé, Daniel, comme il prenait même pas un petit verre de champagne après gagner un trophée. Il prenait juste de l'eau, même jus de fruits. Il était connu pour son entraînement acharné. Et en tant que capitaine, il a montré l'exemple et a inspiré ses coéquipiers. Et sa confiance en lui et son swagger, un swagger comme presque style Michael Jordan, a vraiment intimidé ses adversaires. Et il a fait tout ça. Il a dominé pour très longtemps. Il a eu une longue carrière à Arsenal et il a remporté le soulier d'or de la Première Ligue à 4 reprises. C'est un record. Et il est devenu le meilleur buteur de tous les temps d'Arsenal avec 228 buts. Alors, c'est une très longue manière de dire son impact sur Arsenal était, légendaire. Légendaire. Ouais. Donc ça, c'est ça. Comme on a mentionné l'attitude aussi, c'est qu'il est comme connu pour son éthique de travail, son intelligence, et sa mentalité comme ambitieuse. Comme tu as parlé aussi, il était comme capable de prendre soin de ses coéquipiers aussi, comme avec l'exemple que tu as donné. Et ouais, il était, une attitude comparable à Michael Jordan, comme tu as dit. Il est très compétitif, surtout. Ça, c'est le mot que je dirais pour le plus compétitif. Si je devrais donner un mot pour l'analyse de son attitude. Donc, ça, c'est pour l'attitude aussi. On va maintenant parler des réussites collectives et individuelles. Il a gagné la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro en 2000 avec la France. 2 titres de Premier League avec Arsenal, la saison des Invincibles avec Arsenal, et le triplé historique, le 6 triplé historique avec Barcelone en 2008-2009. Individuel, 4 souliers d'or de la Premier League, meilleur joueur de la Premier League à 2 reprises, 2e ballon d'or en 2003, donc 2e place au ballon d'or, et meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal et des Bleus jusqu'en 2020, dépassé par Giroud. Une chose aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est qu'il n'a jamais gagné le ballon d'or. Et il est vu souvent comme le meilleur joueur qui n'a jamais gagné le ballon d'or. Ou un des meilleurs joueurs. Il n'a jamais gagné le ballon d'or? Ouais. Ça, c'est comme une des grandes choses que... C'est comme la chose qui manque dans sa carrière, les gens disent. C'est comme ce ballon d'or. Parce que... Il a jamais... Même après toutes ces saisons avec Arsenal, il a jamais gagné. Donc ça, c'est aussi quelque chose de... C'est vraiment surprenant, ça. Surprenant, ouais. Donc, prochain moment, wow. Tu avais quelques exemples, je pense, pour nous. Tellement naturellement, on a parlé déjà du but contre Manchester United en octobre 2000. Et moi, j'ai toute une liste de buts qui étaient des moments wow. Peut-être que j'en parle de 2 ou 3. Alors, lors du Derby du Nord de Londres contre Tottenham en novembre 2002, Henry a récupéré le ballon dans sa propre moitié de terrain, a sprinté devant plusieurs défenseurs et a tranquillement inscrit le but. Ce but incarne le rythme effréné et le sang-froid d'Henry était sur full display pour tout le monde. Il y a aussi un but, une frappe longue distance contre Manchester City en 2004. Il a déclenché une frappe longue distance dans la lucarne contre Manchester City en 2004, ne laissant aucune chance du gardien David James. Ce but a démontré la capacité d'Henry à marquer de loin. Okay? Moi, j'ai toujours aimé ces sites de buts quand tu prends le gardien de but
tu surprends, c'est une surprise pour lui, pouf, par-dessus la tête. Il y a aussi un but en solo contre Liverpool cette même année-là, en 2004. Lors d'un match crucial contre Liverpool en avril 2004, Henry a reçu le ballon près de la ligne médiane. Il a accéléré devant un défenseur, a débrayé autour de Jamie Carragher et a terminé avec sang-froid. Ce but a mis en valeur la combinaison dévastatrice de vitesse, d'habileté et de finition d'Henry. Ouais, donc plusieurs bons moments là. On a maintenant le statut de légende. Il est sans conteste une légende du football, célébré par les fans nationaux et du monde entier. Sa saison des Invincibles et ses exploits font de lui une figure mythique. Et même des années après sa retraite, ses performances et ses buts restent gravés dans les mémoires, racontés avec passion par les supporters. Donc ouais, je pense qu'il est clairement quand même une grande légende du sport. Ben oui, et en fait, il y a même une statue de lui. Oh oui, c'est vrai ça. C'est tellement légendaire. À Arsenal. Ouais. À Arsenal. On l'a vu, toi et moi, ouais, il y a on un l'a an et vu, demi, ouais. presque 2 ans. Parce que oui, le frère à Daniel, c'est un partisan de Arsenal, malheureusement. Ouais, mais cette statue-là a été dévoilée le 9 décembre 2011 dans le cadre des célébrations du 125e anniversaire d'Arsenal. Et cette statue-là immortalise Henry, le meilleur buteur de tous les temps d'Arsenal, avec 228 buts, et ça consolidait ainsi son statut de légende du club. Et c'est un pose emblématique. La statue représente la célèbre célébration d'Henry après avoir marqué un but spectaculaire contre Tottenham Hotspur en novembre 2002. Et cette pose capture un moment mémorable de la rivalité d'Arsenal avec ses voisins du nord de Londres, ce qui la rend particulièrement significative pour les fans. Dernière catégorie, le coup de pinceau artistique. Moi, j'ai un exemple pour nous. Ah ouais? Si Thierry Henry est un artiste, je dirais qu'il serait un poète élégant. OK. Parce que son style de jeu, c'est comme une beauté un peu. Il était fluide, gracieux, il était toujours inspiré. Il avait comme une créativité et une imagination pour créer des buts, comme on a mentionné dans les moments wow. Il y avait des courses majestueuses, des frappes précises, et créait des moments qui semblaient comme appartenir à un autre monde. Et chaque but était comme une œuvre d'art. Ouais, ça c'est ce que moi je suis j'ai à dire. d'accord avec ça. Moi, il me fait penser, parce qu'il était tellement perfectionniste, il me fait penser à les danseurs de ballet qui sont réputés pour leur quête incessante d'une technique et d'une exécution parfaite. Et souvent, les danseurs de ballet sont connus pour leur intense autocritique. Même après une performance que le public pourrait considérer comme parfaite, ils se concentrent souvent sur les petits détails qu'ils ont manqués. Et je pense que ça, c'est beaucoup comme Thierry Henry. Ouais, ça c'est... Ouais. Ouais, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est exactement la même attitude que lui, là. Oui. Et en fait, moi aussi, je partage un peu de cette attitude. Oui, pas dans le football nécessairement, parce que c'est pas vraiment ce que je fais comme emploi, mais j'ai la difficulté, moi, à faire quelque chose sans essayer d'être parfait. Donc, ça résonne beaucoup avec moi, ça. Alors, après tout ça, Daniel, on peut prendre une petite pause. Et qu'est-ce que toi, as-tu des leçons que tu as appris à peu près de Henry que toi, tu vas appliquer dans ton propre jeu? Comment est-ce que tu penses à Henry dans ton entraînement et comment tu vas jouer le sport? Comment est-ce que tu t'es fait inspirer par lui? Puis surtout, comme son désir de faire mieux, de jouer mieux, de performer mieux et d'être un meilleur joueur en général. Ça, c'est ce qui l'a comme poussé à avoir tellement de succès dans sa carrière. C'est de toujours vouloir être mieux. Donc, je pense que ça, c'est une bonne attitude à avoir et à ajouter à mon attitude en ce moment. Parce que ça va me permettre de... Même si je veux vraiment comme être joueur professionnel en ce moment, si je peux amener cette attitude avec moi, ça va m'aider à comme vouloir encore plus, travailler encore plus fort pour tout ce que je veux atteindre. Donc, je pense que c'est la chose à prendre de lui. Ouais, puis moi, j'ai appris que je devrais juste te critiquer bien plus.
Ouais. Non. Je kid. Bon, voilà, OK. Ben, je pense, est-ce que ça se termine, notre émission? Ouais, ça Thierry Henry? conclut. Ça conclut notre épisode, ouais. Parfait. Ben, qu'est-ce que les gens devraient faire d'abord s'ils trouvent ça intéressant, notre petit balado sur les légendes Ben, s'ils écoutent sur Spotify, ils peuvent nous donner 5 étoiles s'ils veulent. Ou si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner. On fait des nouveaux épisodes au moins une fois par mois. Des fois, ça va être plus récent. On espère faire le plus qu'on peut. Parce que il y a un nombre infini de joueurs qu'on peut faire. Donc, on va pas manquer d'idées. Et si vous avez des joueurs spécifiques que vous aimeriez qu'on fasse, vous pouvez juste nous laisser un commentaire. Ou si vous avez des suggestions, vous pouvez faire ça aussi. Donc, ouais, c'est ça. Ben, Merci de peut-être nous qu'on avoir pourrait écoutés. mettre, parce que sur Spotify, les gens peuvent, on peut ajouter un petit sondage. Peut-être qu'on devrait donner les gens une vote. Ils peuvent nous dire Ouais. quels les Et gens sur aimeraient YouTube voir. aussi. Et sur YouTube, OK. Alors, Ouais. tout le monde, on va mettre un petit sondage sur YouTube et sur Spotify. Laissez-nous le savoir. Quelle légende on devrait faire pour notre prochaine émission. On avait comme but, comme objectif de faire 3 émissions de suite très vite pour que vous ayez quelque chose d'intéressant à écouter. Mais on va faire notre prochain dans un mois. On va faire ça au moins une fois par mois, comme Daniel vient de dire. Et ouais, laissez-nous le savoir qu'on devrait faire pour notre prochaine émission. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Moi, je suis Joseph Lavoie. Moi, je suis Daniel Lavoie. À la prochaine. Bye.